Si j'ai un doute sur le fait que quelqu'un qui est chez lui ne travaille pas, c'est qu'en fait, j'ai pas un problème que la personne ne travaille pas, c'est que j'ai un problème que c'est pas la bonne personne. Entreprises qui réussissent très, très bien à faire du 100 télétravail à travers le monde et c'est leur mode de fonctionnement. Moi, je suis plutôt sur un fonctionnement de mixité, donc une partie télétravail et une partie présentielle. Et si je veux remonter l'histoire maintenant par rapport à Drop Contact, donc nous, on était à Station F et puis arrive effectivement, le covid et je me souviens le samedi soir, Emmanuel Macron annonce qu'à partir de mardi midi, on sera confiné pendant 15 jours et donc ça trotte un peu dans ma tête. On n'est pas beaucoup, hein, dans la boîte, on doit être 6-7, hein, et du coup, le dimanche, j'appelle l'équipe, je leur dis: «Qu'est-ce que vous pensez? Puisque là, Airbnb, les gens vont plus rien louer. On a des opportunités, donc ce qu'on pourrait faire, c'est se louer une chouette maison, pendant 15 jours. On n'a qu'à travailler pendant 15 jours, tous ensemble, on se chauffe, on trouve un truc, un petit peu sympa». Une partie de l'équipe vient, l'autre partie, bah, les parents étaient pas d'accord parce que pour mémoire, c'était quand même très anxiogène à cette époque-là. Et donc, on est allé pour 15 jours dans une maison et en l'occurrence, ce qu'on a trouvé, c'était une maison de 300 mètres carrés, 8 chambres, chaque chambre avec, douche, salle de bain, plus un sauna, plus un jacuzzi, 2 jardins de 300 mètres carrés en plein centre de Saint-Martin-en-Ré. Donc, truc exceptionnel et en fait, le truc, c'est que, bah, on n'a pas passé 2 semaines, on a passé 2 mois entiers enfermés. On a bien travaillé, hein. On était bien bronzés aussi parce qu'avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait beaucoup de soleil à l'époque. Je crois que j'ai jamais été aussi bronzé de ma vie parce que je faisais des lives à l'époque, dans le jardin. Je disais: «Bah, avant de reprendre des locaux, qu'est-ce que vous pensez si on fait un mix entre télétravail et puis toutes les 4-5 semaines, on se loue une grande maison et on travaille, ensemble». Donc c'est pas pour faire du team building, hein, c'est juste on travaille ensemble, un peu dans l'esprit qu'on avait évoqué là et on se fait mutuellement à manger et donc on a lancé ça, on a testé, puis bah, c'était la première fois qu'on l'a fait, on est revenu au bout d'une semaine, tous les rapports de tout le monde avaient complètement changé et donc c'est un mode de travail qu'on a et aujourd'hui on a, 50 de l'équipe, qui est sur Paris, 50 de l'équipe, qui est en télétravail. Télétravail chez nous, bah, il y a pas d'obligation, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du télétravail n'a pas d'obligation de revenir 2 jours ou 3 jours par semaine et cetera. On ne fait pas du tout cet aspect de fonctionnement. La seule contrainte, c'est qu'il faut que ça soit obligatoirement en France. Donc, on a une personne de notre équipe qui est en France en télétravail, mais qui est à l'île de la Réunion. Donc là, l'île de la Réunion est très loin, donc c'est pas une question de distance, c'est une question d'être en territoire français pour des questions légales et législatives qui sont souvent, très souvent négligées. En fait, j'ai une théorie entre guillemets. Tout entrepreneur et tout patron fonctionne avec un élément que les gens ne perçoivent pas, c'est que ce sont des gens, et on est en l'occurrence, des gens extrêmement anxieux. La manière de compenser une manière d'être anxieux, c'est de mettre en place des systèmes de contrôle. Donc de vérifier que les gens arrivent à 9 heures au bureau, que les gens partent pas à 17 heures au bureau, que toutes ces choses de ce type-là, de mettre des managers avec des objectifs, de vérifier que les objectifs sont tenus, et cetera et cetera. Tout ça est fait d'une certaine manière pour, gérer des angoisses de pas réussir, pas avoir de croissance, que les gens ne travaillent pas, et cetera et cetera. Et je suis pas du tout aligné sur ça, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui travaillent chez Drop Contact sont obligatoirement des gens qui sont matures professionnellement. Par exemple, les gens qui sont à Paris vont au bureau quand ils veulent. Ils n'ont pas à me dire s'ils viennent, s'ils ne viennent pas. S'ils viennent un peu plus tard parce que pour une raison X ou Y, ce n'est pas mon sujet. S'ils partent plus tôt, ce n'est pas mon sujet. Ça ne m'intéresse pas. Donc il y a beaucoup de, alors c'est très à la mode dans les boîtes, on te dit non, mais les horaires, c'est pas important, tu es libre. Non, non, mais nous, c'est congé illimité, bon, il y a plein de choses comme ça. Les gens disent ça et souvent, bah, quand quelqu'un part à 17 heures, ils vont quand même regarder, ou 16h30, ils vont quand même regarder en haut à droite l'écran. Ton manager va regarder l'écran pour voir la montre, en fait, regarder sa montre et tu vois qu'il va se faire des petites fossettes en se mordant les lèvres pour pas oser dire mais tu as pris ta demi-journée. Et malgré tout, il y a ça. Tu vois, il y a ce regard, il y a cet élément-là, etc. parce que ça gère une angoisse. Chez Drop Contact, c'est vraiment pas un sujet. C'est-à-dire que si j'ai un doute sur le fait que quelqu'un qui est chez lui ne travaille pas, c'est qu'en fait, j'ai pas un problème que la personne ne travaille pas, c'est que j'ai un problème que c'est pas la bonne personne. Je pense que j'ai reproduit, entre guillemets, assez simplement, une condition de travail où je savais que moi-même, je suis plus performant là-dessus et je m'entoure de gens qui sont dans cette maturité professionnelle. Et il y a plein de gens qui sont dans cette maturité professionnelle. Tu as des gens, on leur fait faire un boulot et tu as le manager qui va aller vérifier ton boulot. Tu coupes les ailes aux gens. C'est-à-dire que les gens savent que derrière, il y a quelqu'un qui va vérifier le boulot. Donc, en fait, tu engages un désengagement d'une tâche. Quand tu grimpes comme ça sur une montagne ou sur un mur, tu as tes petits chaussons, tu as ton pox et la poudre là, et tu as un baudrier, tu as une corde et tu as un pote qui te tient à bout.
Et donc, tu grimpes d'une certaine manière parce que tu sais que si tu rates ta prise, bon, c'est embêtant, mais c'est pas très grave parce que tu es équipé d'une corde. La différence, c'est que ça, c'est bien. Il faut le faire au début quand tu es dans une entreprise parce que tu vas avoir quelqu'un ou une ou des personnes et des process qui vont te permettre de t'apprendre comment on fonctionne, comment la boîte fonctionne, de prendre le style de la boîte, de voir la performance, etc. Donc, il y a tout ce qui est onboarding et apprentissage. Mais au bout d'un moment, ce qui est très important pour moi, c'est qu'on puisse, entre guillemets, te décrocher, t'enlever ton baudrier. Parce que quand tu n'as pas de baudrier et que tu grimpes une montagne seul, sans sécurité, alors tu la grimpes différemment. Alors ta mentalité est différente. Tu vas assurer tes prises, tu vas vérifier ce que tu fais, tu vas te faire confiance à toi-même et tu vas être encore plus performant que si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Aujourd'hui, le premier entretien, il est fait avec moi. Je considère que les 20-30 premières personnes dans une boîte, c'est le noyau dur d'une boîte. Dans ma boîte de sondage, 2004, on a signé un contrat monstrueux. C'était le plus gros contrat de la décennie aux études de marché, qui était un appel d'offres public. Au bout de 2 ans et demi de la boîte, on a signé un contrat de 10 millions d'euros et on a fait la première étude. Donc, on a signé en août et en fait, il fallait commencer le 1er octobre avec 100 enquêteurs tous les jours pendant 3 mois et demi, samedi, dimanche compris. Donc, on a dû recruter énormément de monde très, très vite. En fait, quand tu fais ça et que tu n'es pas structuré, que tu n'as pas pris le temps, du coup, tu n'as pas le temps de bien, entre guillemets, jauger les personnes, que les gens fonctionnent bien entre eux, que ton fonctionnement naturel soit dessus. Et je ne vais pas dire que je m'en suis mordu les doigts, mais ça fait beaucoup de dysfonctionnement. Et donc aujourd'hui, il est important pour moi que toutes les personnes qui arrivent dans la boîte, ce n'est pas une famille, mais qu'il y ait un fonctionnement sain entre les personnes. C'est la qualité du recrutement qui est ultra importante et c'est le truc le plus compliqué dans une entreprise. À partir du moment donné où vraiment, sincèrement, tu es dans la confiance avec les gens, tu es dans une intelligence qui est juste normale, alors ça fonctionne. À partir du moment donné où tu es dans le rôle, faire un fonctionnement scolaire, de vérifier, tu arrives en retard, c'est limite, tu sais, quelqu'un qui arrive en retard, parce que je ne sais pas quoi, il y a une raison X ou Y, du coup, tu vas dire, bon, ok, donne-moi ton carnet, que je te mette un mot pour tes parents, mais on est avec des gens adultes, on est mature par rapport aux professionnels. C'est comme tout, tu as des limites qu'on doit tous rendre, ça peut arriver, tu vois. Mais il y a juste une limite à faire entendre et les gens sont complètement matures là-dessus. Alors, si je parle de droit en contact, je pense qu'il y a aucune différence dans l'engagement des gens, que ça soit en présentiel, quand on faisait pas du télétravail ou même les stagiaires. C'est-à-dire que vraiment, on a des gens top dans la boîte sur lesquels il y a aucun doute sur l'engagement des gens. Il y a aucune suspicion de quoi que ce soit. Il y a pas d'interrogation. Les gens bossent, c'est efficace. J'ai eu des stagiaires qui étaient, ultra engagés dans la boîte avec une relation qui est cool et puis si tu as des gens qui sont des gens qui bossent naturellement, ils bossent naturellement. Tu as une tendance en ce moment de quelques personnes qui disent non, mais la lettre de motivation, c'est nul, ça sert à rien, il ne faut pas faire de lettre de motivation. Honnêtement, je reçois une candidature, il n'y a pas de lettre de motivation, c'est immédiatement un refus. C'est-à-dire que je regarde même pas le CV, ça m'intéresse pas, je vois pas de lettre de motivation, hop, je regarde même pas. Et là, j'imagine qu'il y a des gens qui vont crier, ils vont dire quoi quand ils vont voir la vidéo. Il faut pas faire ce qu'on nous apprend dans les écoles, il faut pas faire ce qu'on nous apprend à Pôle emploi. Ça doit pas être une redite d'un CV. Ce qui va faire la différence, c'est justement cette lettre de motivation. C'est qu'à partir du moment donné où je reçois une lettre où les personnes se sont intéressées à la boîte, qui ont déjà regardé ce qu'on fait, qui ont vu un peu l'équipe, qui ont vu 2-3 trucs et que tu le sens dans la lettre. Et là, dans la plupart des cas, j'ai un rendez-vous avec la personne, j'ai un call avec la personne parce qu'il y a un intérêt. Donc, si tu veux, si tu postules pour travailler dans une boîte et qu'en fait, tu as envoyé un énième CV parce que c'est un énième CV, tu sais même pas si la boîte va t'intéresser, tu sais même pas si tu es en adéquation, si c'est le produit dessus. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, et comme je le dis depuis des années sur le call d'email de notre environnement là-dessus, c'est ne faites pas de la quantité. Il faut vraiment faire des choses ciblées. Il vaut mieux passer plus de temps à faire une lettre de motivation. Vous en ferez moins. Mais par contre, le taux de réponse sera beaucoup plus fort. Vous aurez plus de probabilité d'avoir un rendez-vous et de pouvoir vous présenter. On a tous besoin, on est tous en tant que client ou en tant qu'individu, on a un niveau d'exigence plus fort dans nos relations avec les gens. Et donc, c'est pareil dans le travail. Pour moi, c'est pareil quand tu recrutes, c'est pareil quand tu postules, c'est pareil quand tu télétravailles. Donc, c'est pas tellement le produit, c'est pas tellement la clientèle, c'est pas tellement le marché, même si tout ça joue bien. C'est finalement ton équipe qui fait que ça marche. Quand tu regardes, en fait, des entreprises qui performent, ce sont les entreprises où vraiment il y a des équipes incroyables. Et quel joli mot de la fin. J'espère que ce format vous aura plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews de CEO, DRH, managers, salariés inspirants. On se dit à bientôt. Ciao!